Bonjour et bienvenue à ce webinaire NEOS intitulé Comment l'intelligence artificielle impactera mon entreprise en 2021. Je suis Valentin Caudan, directeur au sein du groupe NEOS. Je serai votre hôte aujourd'hui. Avant de commencer, je vais passer en revue quelques éléments concernant cette session. Une séance de questions-réponses aura lieu à la fin du webinaire. Vous trouverez un bouton sur le côté droit de votre écran pour poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Veuillez noter que la présentation et l'enregistrement de ce webinaire seront partagés avec vous dans les prochains jours par email. Veuillez aussi noter que nous répondrons à toute question si nous manquons de temps durant la session de questions-réponses. Le monde de l'intelligence artificielle étant un monde en mutation rapide, il est important de comprendre son évolution et son impact au sein de votre entreprise. Dans ce webinaire, notre invité Roger Vendôme partagera avec vous certaines des dernières tendances en matière d'intelligence artificielle qui, selon nous, auront un impact sur votre entreprise. Roger Vendôme est notre Chief Data Scientist chez Groupe NEOS. La carrière de Roger a été bâtie sur les principes fondamentaux de l'analyse de données, de la modélisation prédictive et de la prise de décision. Roger travaille sur de nombreux projets en intelligence artificielle avec nos clients chez NEOS et il enseigne aussi l'intelligence d'affaires et le machine learning à l'Université de Toronto. Sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à Roger. Roger ? Merci beaucoup Valentin et bienvenue à tous pour ce webinaire sur les tendances de l'IA en 2021. Alors, bien entendu, nouvelle année, donc nouvelle tendance et on se donne l'exercice classique en chaque début d'année, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous attendre dans l'année à venir pour cette industrie qui nous intéresse et qui est la nôtre et qui est celle de l'intelligence artificielle. Surtout que nous sommes dans une industrie qui évolue vite, les choses avancent à une vitesse vertigineuse et donc il est intéressant de savoir et d'avoir une idée de ce qui va éventuellement nous attendre et des progrès que l'on peut espérer, auxquels il faut s'attendre pour l'année 2021. Beaucoup d'articles sont parus durant ces dernières semaines et il est intéressant de constater que nous sommes tous à peu près d'accord. Donc, c'est bien, ça ne part pas un peu dans tous les sens. Il y a véritablement de grandes lignes directrices que l'on va trouver et que je vais partager avec vous. Alors, ce sont des choses que vous pourrez retrouver dans des articles que j'ai écrits également, ou alors dans les articles, car comme je dis, ils sont assez cohérents. Ce qui sera important, ce sont essentiellement les questions. Après, si, comme l'a dit Valentin, vous avez des questions à côté, donc n'hésitez pas à me poser des questions pendant et à la fin. On les regardera à la fin et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, regardons ce qui va se passer, ce dont on va parler. Alors, les grands thèmes que j'ai choisis, et comme je vous le disais, qui sont très cohérents dans ce que l'on peut voir, sont les ressources, la convergence entre l'IoT, le NLP et le RPA, on va en parler en détail, bien entendu, l'info nuagique et la démocratisation de l'IA par les plateformes, ce qu'on appelle le digital twins et les simulations, les moteurs de recherche, et je garde le meilleur pour la fin parce que c'est plus compliqué, c'est l'explicabilité. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est probablement un des éléments les plus complexes, les plus techniques de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, commençons par les ressources. Les ressources, pourquoi? Parce que ça va être quelque chose qui va poser un certain nombre de problèmes à tout le monde, ça l'est déjà plus ou moins, et ça va aller en empirant, c'est d'arriver à trouver des ressources en intelligence artificielle, en data science, essentiellement les data scientists. Alors déjà, on se heurte à un problème qui est vraiment de faire la différence entre un data scientist, un data analyst, un data architecte, qui est qui fait quoi. Même dans les data scientists, il va y avoir, et il commence déjà à y avoir des spécialités. Donc, vous allez avoir des data scientists qui sont spécialisés dans les réseaux de neurones, sont spécialisés dans les analyses du langage naturel. Parce qu'il y a des domaines qui deviennent tellement complexes que on va se spécialiser dans ces domaines-là. C'est de plus en plus demandé. On a toujours dit que de toute façon, le data scientist, c'est the sexiest job of the 21st century. Donc, la demande va être de plus en plus grande. Et en fait, ce à quoi on assiste déjà depuis quelques temps, mais ça va aller en empirant, c'est qu'on a une évolution différente de l'offre et de la demande. La demande est en train d'augmenter de façon exponentielle.
essentiellement à cause de la communication qui est faite. Des webinaires comme on a aujourd'hui, des formations qui sont faites, des articles dans les journaux, on en parle de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de demandes pour des projets en intelligence artificielle. Les entreprises prennent conscience de ce que ça peut leur apporter, donc il y a une demande. Mais par contre, l'offre en termes de ressources n'évolue pas à la même rapidité. Pour une quantité de raisons, c'est qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et on n'a pas encore véritablement dans les collèges et dans les universités de formation dédiée aux sciences des données. Pour vous donner une idée, les premiers programmes de maîtrise en management des sciences de données dans le cadre d'une entreprise ont démarré il y a un an et demi à peu près dans les universités de Toronto et l'université de Queen's essentiellement, ce sont ceux qui ont démarré. J'ai participé à l'élaboration du premier programme à plein temps sur un an de formation de data science au niveau collège avec le collège George Brown à Toronto, qui va démarrer son programme seulement cette année. Donc la formation ne suit pas. Aujourd'hui, pour avoir un data scientist, il faut trouver quelqu'un qui a une maîtrise en mathématiques appliquées, une maîtrise en computer science et un MBA, puisque le data scientist, par définition, est quelqu'un qui est la convergence entre les mathématiques, l'informatique et le business. Donc, pas facile à trouver et ça va empirer. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, d'après les études, on prévoit 28% d'augmentation annuelle de la demande jusqu'en 2026. Donc, on pense que les deux courbes vont commencer à se rattraper seulement à partir de 2026. Donc, depuis maintenant jusqu'en 2026, on va avoir un écart grandissant entre l'offre et la demande. Et on va donc avoir une augmentation de cette différence qu'il y a et donc de la difficulté à remplir cette demande. Alors, vous voyez, dans les études que j'ai consultées, le salaire moyen d'un data scientist aujourd'hui est environ de 140 000 $ US, et encore en entrée parce que ça va augmenter de plus en plus, donc il faut en être conscient. Et on va lier ça à un autre problème qu'on verra un petit peu après, qui est celui justement de la démocratisation de l'IA et des plateformes. Ce qui est intéressant, c'est tout nouveau. Il y a 1 an et demi, 2 ans, lorsque je cherchais dans le catalogue de Heise, qui est la Bible des recruteurs et des catalogues, et en particulier des établissements de salaire et de comparaison, tous les postes de data science n'existaient même pas. Ils n'étaient même pas encore mis sur la liste. Officiellement, depuis cette année, on a l'officialisation donc du poste de Chief Data Scientist. Le CDS, donc un C-level, est officialisé. Donc, c'est quelque chose qu'on va commencer à trouver sur les cartes de visite et qu'on va commencer à trouver sur l'identification des postes, le CDS. Et ce qui est intéressant, c'est de voir également sur une étude que j'ai trouvée la segmentation des buts qui sont donnés. Donc, l'objectif donné à un CDS, pour moitié, va être l'augmentation de revenus. Donc, essentiellement dans des programmes de marketing, recherche de clients, activités ciblées, etc. 25% en optimisation. Donc, en optimisation de process, donc on va trouver essentiellement dans les industries, industries manufacturières, etc., ou bâtiments. Et puis 25% en gestion de risque, où là, c'est essentiellement ciblé sur le monde de l'économie et des finances, avec tout ce qui est modélisation du trading et modélisation des prêts et de la gestion du risque financier. Donc, c'est à peu près ce qu'on trouve comme répartition. Donc, le problème, effectivement, auquel on se heurte, c'est le problème des formations qui sont rares. Les recruteurs ont encore un petit peu tendance à rester sur je veux des diplômes pour recruter quelqu'un. Malheureusement, si vous demandez à quelqu'un d'avoir un diplôme en data science aujourd'hui, c'est pas facile à trouver. Et beaucoup de très, très bons data scientists sont en fait formés sur le tas, c'est-à-dire qu'ils ont une formation en mathématiques, ils ont une bonne formation en computer science, et puis ils se sont formés sur le tas à partir de MOOC, à partir de formations
sur des plateformes, sur le net, parce que c'est essentiellement les plus grosses sources de formation que l'on va trouver aujourd'hui. Alors, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à recruter des gens, même s'ils n'ont pas forcément de diplôme universitaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup à trouver dans ce domaine-là, sauf s'ils en ont plusieurs. Je vous disais, encore une fois, il faut qu'ils aient une formation en mathématiques, en computer science et en business, parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait dans le cadre dans lequel on exerce et dans le cadre du business. Donc, ce n'est pas forcément facile aujourd'hui. Il y a un petit switch en termes de culture, d'accepter des formations qui ne sont pas forcément des formations diplômantes en université et de gens qui se sont formés tout seuls sur le net et qui sont très très bons. Mais alors là, il faut pouvoir les trouver et effectivement le juger. Un dernier mot en termes de ressources sur une bête un peu étrange qui est apparue il n'y a pas longtemps et qui est de plus en plus rare et qu'on appelle le business translator. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire en français, d'ailleurs, le traducteur d'affaires, en fait, c'est celui qui fait le lien, c'est le pont entre le business et l'équipe de data scientists. Ce sont deux mondes qui ne parlent pas le même langage. Et si on met les deux en connexion l'un avec l'autre immédiatement, les résultats ne peuvent pas forcément être très, très bons. Donc, il est important d'avoir quelqu'un qui fasse le lien entre les deux, d'avoir quelqu'un qui ait les deux cultures, donc qui parle le langage du business, qui est capable de comprendre ce que c'est qu'un retour sur investissement, ce que c'est qu'une optimisation en cadre de marketing, c'est-à-dire qui comprennent les problèmes du business dans leur langage, qui soient capables de le traduire à l'équipe technique des data scientists, de façon à orienter leur travail. Donc, il faut non seulement qu'ils sachent parler le langage, mais qu'ils sachent exactement ce qu'ils font de façon à surveiller le travail, à le comprendre, de façon à pouvoir en expliquer les résultats. Il reviendra après vers le business et va expliquer les résultats de l'équipe de data scientist et comment utiliser ces résultats dans le monde du business pour l'optimiser. Ce n'est pas une tâche facile. Et si on parle de la rareté des data scientists et de plus en plus difficile à trouver, ceux des business translators va être encore pire, parce que là, il faut vraiment les deux cultures. C'est pas très, très facile à trouver. Donc, voilà, gardez ça en tête sur les projets de data science, les difficultés de trouver donc des data scientists, ne pas hésiter à recruter des gens qui ne sont pas forcément sortis des grands diplômes d'université, mais qui on trouve d'excellents autodidactes dans ce domaine, et garder un œil sur les business translators qui vont commencer à devenir presque indispensables alors que la technologie évolue de façon considérable et devient de plus en plus complexe. La tendance suivante, c'est la convergence entre l'Internet des objets, donc IoT, la gestion du langage naturel, le NLP, et l'automatisation, la robotisation, donc en RPA. Donc, ce soit trois domaines qui ont évolué de façon séparée. Ils ont mûri indépendamment et ils sont de toute évidence appelés à se retrouver, à converger. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment lorsqu'on a par l'intermédiaire de l'Internet des objets des machines ou des objets qui communiquent avec l'extérieur à travers Internet. Lorsque, à travers les programmes de NLP, donc de gestion du langage naturel, on est capable de communiquer avec la machine, c'est-à-dire qu'une machine est capable de comprendre ce que l'on dit ou ce que l'on écrit, d'en comprendre le sens, ce qu'on voit avec les bots, avec les chatbots que l'on trouve dans le commerce, etc. Et le RPA, qui est l'automatisation de l'exécution des tâches, on voit qu'on peut créer à ce moment-là une chaîne où on va avoir des objets qui vont communiquer avec les humains, qui vont communiquer entre eux, qui vont par l'intermédiaire des algorithmes d'IA prendre des décisions et exécuter ces décisions de façon automatique et robotique. Donc on commence à voir comment tout ça va se mettre en place tout seul, même avec à un certain niveau une certaine autonomie des objets,
Il y a des concepts un petit peu bizarres. Il y a quelque temps, j'avais lu cette expression qui peut éventuellement faire peur, qui est l'avènement de la démocratie des objets. Des objets qui vont correspondre ensemble, communiquer ensemble, prendre des décisions et les exécuter sans intervention humaine. L'intervention humaine ayant eu lieu simplement au départ pour lancer l'ensemble de la machine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, il faut le surveiller de près, ça va aller très très vite. L'IoT est un domaine qui évolue à une vitesse vertigineuse. On parlait simplement des objets connectés il y a un an. Aujourd'hui, on a la réalité des objets connectés. Ils sont déjà dans nos maisons et ça va devenir de plus en plus. Et d'ici la fin de l'année, on va avoir une augmentation de ces connexions-là. Et dans le domaine de l'industrie manufacturière aussi, nous sommes contactés de plus en plus par l'industrie manufacturière, des usines qui mettent en place des machines dans les chaînes de fabrication, qui sont des machines connectées. Donc, on va au-delà simplement de ce que l'on avait auparavant, qui est simplement la collection de logs qui permet de faire des analyses. Là, ça va plus loin, c'est du real-time. Donc là, c'est vraiment en temps réel, les machines connectées vont fournir des informations à des centrales qui rassemblent le tout et à travers des algorithmes qui vont mettre en place des décisions d'optimisation sur les chaînes de fabrication, les chaînes de traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de démarrer et qui va être de plus en plus une tendance qu'on va observer cette année. Ça va véritablement dans le sens de l'optimisation. Donc ça aussi, quelque chose à surveiller de près, parce qu'on avait tendance à regarder ces trois éléments de façon un peu séparée. Il faut bien prendre conscience que ces trois éléments-là vont se regrouper. C'est inévitable, c'est leur destin de travailler ensemble. Et donc, c'est quelque chose véritablement à observer de près. L'info nuagique et la démocratisation, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça a commencé déjà il y a quelques années avec AWS, donc Amazon Web Services, qui a été le précurseur. Le monde des sciences des données et des algorithmes reste encore un petit peu hermétique et étrange pour certains. C'est vrai qu'il n'est pas forcément facile de rentrer dans le détail, de coder, de mettre en place des algorithmes, etc. Et donc les premiers, Amazon, ont décidé une forme de démocratisation, c'est-à-dire de faciliter les choses, de permettre à quelqu'un qui n'est pas forcément un computer scientist ou un mathématicien de pouvoir aborder le problème et de réaliser un certain nombre de programmes de façon simple. Ils ont été suivis de façon très rapide par IBM. Donc IBM Cloud a été créé à peu près un an après. Microsoft Azure très rapidement également, et le dernier, c'est Google. Donc Google Cloud Platform est le dernier qui a été créé. Ils sont en ce moment sur une guerre de prix féroce. Google Cloud est en ce moment à peu près un tiers moins cher que AWS. Mais il faut faire attention, parce qu'ils ont des offres, il y a toujours il y a toujours, comme dans tous les contrats, des petits caractères et un certain nombre de pièges, donc rien n'étant gratuit, il y a des choses qui vont être proposées très peu chères, pratiquement gratuitement sur certaines plateformes, et puis quand on rentre dedans et après on s'aperçoit que tout à coup ça devient un peu plus cher qu'on le pense et puis on est un peu prisonnier. Donc il faut faire attention, il faut bien l'étudier. Ils ont tous à peu près des services identiques. Ça commence par l'abri des bases de données, donc tout ce qui est base de données, data lake, etc. Donc ça, c'est un des premiers services, bien évidemment. C'est comme ça qu'AWS a commencé. Ensuite, des services analytiques, au départ relativement simples, où on va être dans le monde du BI, pas mal de visualisation, de la sécurité, et puis des plateformes d'analyse avancée, des plateformes de machine learning, des plateformes de robotisation. Ils ont tous à peu près la même chose. Ils se suivent d'assez près. Le but et ce qui le rend très à la mode en ce moment, c'est l'approche no-code. Donc, on n'a pas besoin de savoir coder. Vous avez des plateformes comme par exemple sur Azure, vous avez une plateforme qu'on appelle AutoML, Auto Machine Learning, qui est assez impressionnante.
sur un écran, vous allez simplement déplacer des blocs. C'est pratiquement comme jouer au Lego. Vous allez récupérer une base de données, vous allez glisser un bloc, et puis si vous savez que vous avez déjà cette base de données, il va falloir les nettoyer. Donc vous allez glisser un bloc de nettoyage de base de données qui va être l'identification des outliers, le remplacement des données manquantes, etc. Puis vous allez simplement mettre une petite flèche qui va connecter la base de données à ce bloc de nettoyage. Et puis le bloc de séparation de la base de données d'entraînement et de la base de données de test. Et puis la réalisation d'un modèle. Alors, on a une catégorie, on a plein de petits blocs, et puis une librairie avec les différents modèles qu'on veut étudier. Puis voilà, on le prend, on le glisse, on le connecte. Et puis ensuite, quand on lance le tout, eh bien, tout le code derrière se met en marche. C'est d'une simplicité enfantine, vraiment au sens propre du mot. Il faut faire attention, il y a des pièges, c'est que justement, comme on ne sait pas ce qui se passe derrière, la capacité de personnalisation est limitée. Et parfois, il peut y avoir le danger de simplement bouger des cubes parce que c'est facile, mais sans savoir véritablement ce qui se passe derrière. Donc effectivement, il y a une grande facilité. Il faut faire attention au danger que ça représente de quelque chose qui est facile, mais donc on ne maîtrise pas forcément parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'il y a derrière. Donc, personnellement, je n'ai pas encore une opinion totalement définie là-dessus. Je vois les avantages et les inconvénients, soit les avantages certains en termes de facilité d'utilisation, les inconvénients en termes de pas trop savoir ce qui se passe, derrière. À voir. C'est de toute façon quelque chose qui est dans la tendance, ça augmente de plus en plus. On a ces 4 plateformes-là qui se font une concurrence féroce, qui restent encore avec leur marché. On voit bien comment est-ce que ça se passe. IBM est encore très froid, très technique, donc s'adresse essentiellement à des grandes entreprises. Google, quelqu'un m'a même dit, mais je ne comprends pas comment est-ce que tu regardes éventuellement travailler sur Google Platform, parce que ça a l'air d'être pour des enfants. Effectivement, il y a des petits nuages et des couleurs partout. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est d'une puissance considérable. Ils sont allés vraiment dans le sens de ludique et de la simplicité, mais il y a du monde qui travaille derrière. C'est très, très puissant. Donc, à suivre et à étudier avec beaucoup d'attention, mais avec prudence. Et surtout, si vous vous lancez là-dedans, faites attention aux coûts et surtout aux coûts cachés. Rien n'est gratuit. Et comme ils sont en ce moment dans une guerre de concurrence féroce, il faut faire attention aux coûts cachés en particulier. Donc, ce n'est pas parce qu'on offre la capacité d'avoir des bases de données énormes qui sont abritées pour pas grand-chose. C'est bien de les abriter, mais si on ne peut pas les analyser après ou que le coût d'analyse est prohibitif, ça peut être décourageant. On s'est aperçu récemment sur une plateforme aussi que on ne paye pas si on ne fait pas tourner sa machine virtuelle, mais par contre, il y a des fonctions derrière qui continuent de tourner, qu'on ne peut pas contrôler et qui continuent d'être débitées sur le compte. Alors, c'est un petit peu gênant, donc il faut faire attention à ce genre aussi. Voilà. Donc, intérêt, mais prudence. Le digital twin et la simulation, ça c'est un domaine qui m'est particulièrement cher, qui est extrêmement intéressant. Donc le digital twin, c'est donc son jumeau, c'est notre jumeau digital. Donc le but, c'est de reproduire une entité. Alors ça peut être soi-même, ça peut être une entité humaine, ça peut être une entité virtuelle, ça peut être une entreprise, une entité, de la reproduire, d'en reproduire les conditions d'existence, les conditions de pensée, les conditions de décision, de façon à pouvoir lui soumettre des simulations, des modèles différents et de voir comment est-ce que cette entité évoluerait dans des situations bien particulières qui lui sont présentées. Donc, c'est de créer des copies de ces entités de façon à créer des simulations. Et alors ça permet de pouvoir simuler des situations
qui pourraient éventuellement être des situations dangereuses, pour en étudier les conséquences, et également très utilisé de plus en plus pour des formations. Des formations en gestion de crise, des formations en prise de décision dans des situations d'urgence. On voit beaucoup ça, par exemple, dans les métiers qui sont appelés à être confrontés à des situations périlleuses. On parle des pompiers, des ambulanciers, des policiers, des militaires. Il y a des systèmes de simulation qui existent aujourd'hui, par exemple, pour simuler une désescalade, un désamorçage de situations de violence dans des manifestations, par exemple. Donc, les policiers qui sont en charge du contrôle d'une manifestation vont être soumis, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, ou simplement sur des écrans, vont être soumis à des situations et ils vont avoir à réagir à ces situations. Alors là où l'intelligence artificielle agit, c'est la gestion de ces situations de façon aléatoire et va utiliser un certain nombre de voies qui vont être préprogrammées par l'intermédiaire d'arbres de décision avec des facteurs aléatoires de façon à ce que le scénario évolue en fonction des différentes réactions que l'entité va avoir. Ça peut être extrêmement sophistiqué et extrêmement réaliste. On va mettre en place des situations qui sont vraiment d'un réalisme extrêmement précis et qui vont réagir immédiatement à ce que la personne va faire. C'est très utilisé également pour des entités qui ne sont pas forcément des êtres humains, mais des entités économiques. Par exemple, des États aujourd'hui, des États utilisent beaucoup ce genre de simulateurs économiques. Donc, on va simuler une situation économique qui va être une situation économique de pays, de région ou même de région étendue et anticiper quelles pourraient être les conséquences de différentes actions ou de différents choix dans un contexte bien particulier. Le but de tout ça, c'est de se préparer, c'est d'éviter les surprises, c'est de se former, c'est d'entraîner à certains réflexes, de comprendre ce qu'il ne faut pas faire, donc de former des personnes, de former des équipes ou d'anticiper des réactions. On est toujours sur le concept général de l'intelligence artificielle qui est d'aider à prendre des meilleures décisions en essayant d'anticiper l'avenir. On est toujours sur ce concept-là, mais là vraiment dans quelque chose de très où aujourd'hui la complexité des algorithmes arrive à reproduire des situations avec énormément de précision. Donc ça aussi, à garder en tête, ça évolue, ça va évoluer encore plus vite cette année. On voit déjà un certain nombre de propositions parce qu'il y a l'utilisation des réalités virtuelles et augmentées, donc avec des masques de réalité virtuelle, qui commencent à devenir intéressants. Une chose d'ailleurs qui me vient en tête là dans la formation, vous avez, je crois que c'est l'université de Stanford qui a mis en place un campus virtuel complètement. C'est-à-dire que vous mettez des lunettes de réalité virtuelle et vous rentrez sur le campus de Stanford, vous pouvez interagir avec des professeurs, interagir avec des élèves qui sont aux quatre coins de la planète et qui se retrouvent ensemble dans un univers de réalité virtuelle où vous pouvez suivre des cours, poser des questions, afficher des choses, parler avec des gens, interagir, etc. Donc c'est déjà une réalité à ce niveau-là, dans quelque chose d'assez neutre qui est simplement un campus universitaire, mais qui s'étend de plus en plus à des formations un peu plus spécifiques, un peu plus particulières. Donc ça, à garder en tête, ça aussi quelque chose qui évolue très très vite. Les moteurs de recherche, ça n'était pas quelque chose qui évoluait aussi rapidement que ça l'a été cette année, simplement en raison évidente de la crise sanitaire et de l'augmentation énorme du commerce en ligne. C'est la conséquence normale, inévitable. Donc l'explosion du commerce en ligne a fait que toutes ces plateformes de commerce en ligne se sont heurtées au problème de la recherche. Et donc un moteur de recherche a des buts qui sont assez simples dans leur expression, c'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher un objet doit pouvoir le trouver,
Quelqu'un qui va vendre un objet, cet objet doit être trouvé par ceux qui le cherchent. Et si on ne trouve pas un objet, un moteur de recherche intelligent ne doit pas vous laisser en plan, doit vous proposer une alternative. On va dire, on n'a pas cet objet-là, on ne l'a pas trouvé, mais on a trouvé autre chose. Donc, soit on a trouvé un objet équivalent, soit on a trouvé un fournisseur qui, lui, déjà distribue des objets équivalents et qui pourrait éventuellement vous aider à le trouver. Donc ça, ce sont les 3 objectifs. Les objectifs sont simples, ils sont logiques, ils ne sont pas faciles à réaliser. Il y a tout un mélange de logique floue et de gestion du langage naturel qui rendent la chose très complexe. Alors, on a 2 offres aujourd'hui. Il y a la possibilité d'avoir des moteurs de recherche, on va dire, sur étagère. Donc, on va trouver déjà plus ou moins faits et qu'on va pouvoir personnaliser. Cela s'adresse essentiellement à des personnes qui vont mettre en place une plateforme de e-commerce sans avoir des connaissances en développement, en coding, des connaissances particulières en computer science. Donc là, on va leur offrir quelque chose de tout fait, de facile à intégrer, avec une équipe derrière qui va les aider à intégrer. C'est quand même pas simple. J'ai fait quelques recherches dessus, le prix moyen est de 500 $ US par mois. On en trouve un peu moins cher, on en trouve de beaucoup plus cher. Ça va jusqu'à 2000, mais qui sont très personnalisables avec des équipes derrière qui vont aider à mettre en place toute la complexité qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'étiquetage des produits, leur identification, la mise en place d'une taxonomie, la mise en place d'index, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd. Mais ces entreprises-là aident à le faire. Il y a une tendance qui arrive également dans la simplification, qui est l'utilisation de la reconnaissance d'image pour l'intégration des produits dans les taxonomies et dans l'étiquetage et la reconnaissance. Aujourd'hui, en général, ça se fait manuellement, c'est-à-dire qu'on va prendre un produit qui fait partie du catalogue et on va créer des étiquettes, on va créer des tags, on va créer des caractéristiques, des descriptions qu'on va rentrer manuellement. Il y a l'arrivée sur quelques plateformes encore assez rares qui utilisent l'analyse d'image. Donc, en gros, ce que vous faites, vous prenez l'objet, vous en prenez une photo, vous la soumettez et cette photo va créer toute la description du projet et de l'objet et va le mettre automatiquement à sa place dans la taxonomie des objets qui sont proposés. Donc, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Alors maintenant, pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, les 2 grandes offres sont l'offre classique qui est ce qu'on appelle Solar. Solar, c'est la plateforme de mise en place, de création des moteurs de recherche en open source qui existe déjà depuis longtemps, qui n'est pas forcément très simple à mettre en place. Et plus récemment, on a Elasticsearch. Donc, Elasticsearch est quelque chose qui s'est créé sur Solar, mais qui propose une interface beaucoup plus simple. Donc, on a une interface qui est assez puissante, qui est beaucoup plus simple d'utilisation, qui est beaucoup plus user-friendly et qui offre énormément de capacités de programmation et d'optimisation et de personnalisation. Donc, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus. Donc, voilà, si vous êtes dans le monde du e-commerce, c'est quelque chose qui est incontournable, c'est inévitable. Si vous êtes dans le monde du e-commerce, vous savez déjà que ce n'est pas facile. Donc là, les deux options sur étagère, et il y a une offre grandissante, mais il faut quand même que le volume justifie du prix qui est demandé. Sinon, c'est de faire soi-même la plateforme et l'outil, c'est Elasticsearch. Et ça, c'est quelque chose qui, de par les effets et les conséquences de la crise sanitaire, est en train d'exploser littéralement et qui va s'imposer sur l'année 2021 de façon évidente. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il n'y a que 3 lignes sur la slide, mais c'est un petit peu plus complexe. C'est donc l'explicabilité. Alors, l'explicabilité, d'où ça vient? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dû à
à la crise sanitaire, c'est une évolution qui a déjà commencé il y a déjà quelque temps, même plusieurs années, mais c'est simplement l'évolution de la technologie et du savoir-faire et la pression de l'industrie qui fait que ça démarre véritablement. Ça a démarré au milieu de l'année dernière et on commence à en voir les effets cette année et on va probablement en avoir des résultats cette année. Le problème, c'est l'inconvénient majeur des réseaux de neurones. On a plusieurs possibilités, on a plusieurs choix d'algorithmes dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a des algorithmes qui sont relativement simples, et puis il y a toute la famille des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est donc vraiment une famille bien particulière, et ce sont des algorithmes qui sont relativement complexes, et surtout qu'il est très difficile d'expliquer. Lorsque vous avez, par exemple, un arbre de décision, quand vous utilisez un arbre de décision, c'est assez facile. On peut le visualiser, on voit les différentes branches et on sait que le résultat a été obtenu par une succession de conditions que l'on peut remonter. On peut donc assez facilement expliquer l'origine de la décision par l'ensemble des décisions qui ont été prises avant et des différentes branches. Un réseau de neurones, c'est beaucoup plus complexe. Et en gros, on met quelque chose en entrée, on a des résultats à la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Ça reste encore un mystère. Alors, on sait, ceux qui l'ont programmé savent comment ça a été programmé, mais les paramètres changent tellement vite qu'il est difficile de savoir quels sont exactement les paramètres qui ont été utilisés au moment de cette décision-là. C'est ça qui est difficile de savoir. Alors, pourquoi est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème dans certaines industries, et on parle en particulier de l'industrie financière et bancaire, à cause des régulateurs et pour des raisons éthiques. Le régulateur, de façon logique, pour des raisons éthiques, a dit et dit toujours qu'une décision qui a des conséquences importantes au niveau humain, et on parle en particulier dans ce contexte-là de l'octroi d'un crédit, qui va donc avoir des conséquences sur la vie d'une personne ou sur la vie d'une famille ou d'une entreprise, ne peut pas être automatisé sans explication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à une personne vous n'aurez pas votre crédit, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, on a simplement mis des données à l'entrée, j'ai le résultat à la fin, je ne sais pas pourquoi, tout ce que je peux vous dire, c'est éthiquement impossible. Donc, et ce n'est pas autorisé de toute façon par le régulateur. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le monde économique et financier, on a été obligé de mettre de côté les réseaux de neurones dans ces contextes-là, et donc de se priver de la puissance des réseaux de neurones, qui sont aujourd'hui, restent quand même les algorithmes les plus puissants en termes de prédiction. On est obligé de les mettre de côté et de ne pas les utiliser. Donc, on reste toujours, pour ceux à qui ça dit quelque chose, on reste toujours dans le monde de la régression logistique simple, facile, avec des paramètres qu'on connaît, qu'on peut expliquer, qu'on peut décortiquer. Et on peut dire à une personne, eh bien, vous n'aurez pas votre crédit parce que votre score n'est pas suffisamment important, et on peut vous dire pourquoi, voilà ce qui manque, vous n'avez pas remboursé ça, vous avez ça, il n'y avait pas suffisamment d'années, etc. Et tout. Enfin, il y a toujours des critères que l'on peut expliquer. Donc, on est limité à ce niveau-là. Il est évident qu'il y a eu une énorme pression pour pouvoir utiliser les réseaux de neurones, et il y a donc toute une branche qui s'est développée déjà depuis quelques années, dont on a commencé à parler beaucoup plus à partir du milieu de l'année dernière, à peu près, milieu 2020, et ce qu'on appelle les XNN, qui sont donc Explainable Neural Networks, donc les réseaux de neurones explicables, l'explicabilité des réseaux de neurones. C'est d'une complexité sidérante, parce que déjà que les réseaux de neurones sont assez complexes, arriver à expliquer ce qui se passe dans un réseau de neurones, c'est-à-dire en gros, je schématise, le but c'est d'arriver à prendre une photo instantanée du moment où la décision est prise, de pouvoir avoir un enregistrement de tous les paramètres. Il faut savoir qu'il y a des réseaux de neurones très complexes d'analyse d'images qui vont jusqu'à utiliser 2 à 3 millions de paramètres. Donc, tout simplement, vous donner une idée de la complexité.
Donc de prendre une image instantanée des paramètres qui ont été pris au moment de la décision. Et ensuite d'arriver à trouver une simplification de ces paramètres de façon à pouvoir en expliquer la logique. C'est vraiment pas simple. Il y a de gros laboratoires à travers le monde qui s'y attellent. Beaucoup d'argent est dépensé dans la recherche à ce niveau-là, parce qu'il est évident que le jour où on va pouvoir véritablement arriver à trouver un réseau de neurones explicable, ça va déboucher sur la possibilité d'utilisation des réseaux de neurones dans tous ces milieux, en particulier bancaires, financiers, assurance et autres, et donc ça va débloquer énormément de choses. Donc c'est quelque chose sur lequel on assiste aujourd'hui à énormément d'efforts. Donc voilà, c'était le dernier, j'avais laissé le meilleur pour la fin. Voilà les tendances auxquelles il faut s'attendre dans l'année 2021 et puis à suivre bien entendu dans un monde, donc, comme je vous l'ai dit, qui évolue vraiment très vite, dont les conséquences sont des conséquences permanentes hein, dans nos vies de tous les jours. Dans nos vies de tous les jours, je pense essentiellement à ce qu'on a vu juste avant, qui est la convergence de l'Internet des objets, du langage naturel et de l'automatisation. Je pense que ça, c'est probablement ce que l'on va voir de plus en plus dans nos vies de tous les jours, ce que tout le monde verra. On voit déjà avec les cuisines connectées, les réfrigérateurs connectés, les téléphones, les régulateurs de température dans les maisons, etc. Voilà, tous ces objets-là qui sont connectés, on le voit déjà, et la capacité d'interagir. Si vous avez Alexa ou Google chez vous ou autre, vous voyez que des personnes se prennent parfois à parler à Alexa parce qu'elle répond, comprend ce qu'on dit. Donc tout ça va converger, et c'est quelque chose que l'on va voir dans nos vies de tous les jours. Donc voilà, un petit survol assez rapide de ce à quoi il faut s'attendre et de ce à quoi il faut se préparer. Donc, soit dans le cadre de nos vies personnelles, soit dans le cadre des entreprises. Dans le cadre des entreprises, c'est quelque chose qui va nous être offert, c'est quelque chose qui va devenir pratiquement indispensable à certains niveaux. Je vous dis, dans le monde de l'industrie manufacturière, on a de plus en plus d'industries et d'organismes qui viennent nous voir pour de l'optimisation de process de fabrication avec des machines connectées. Et là, c'est vraiment du temps réel. On n'est plus sur des enregistrements de log, hein, c'est vraiment tout de suite. Donc ça devient puissant, ça devient intéressant, et ça augmente vraiment très vite avec des applications phénoménales. Si vous mélangez ça, si vous mélangez l'Internet des objets, ces applications-là, le langage naturel, on a déjà des entreprises qui font de la maintenance et de la réparation des machines qu'ils ont vendues à distance. Plus besoin d'être là. Plus besoin de mettre un ouvrier spécialisé ou un ingénieur dans un avion pour aller à l'autre bout du monde. Réalité virtuelle, et puis on discute avec la machine, on récupère les informations de la machine en temps réel, et on peut paramétrer et réparer une machine sans se déplacer, en restant dans son bureau. Ça commence déjà à se faire. Donc, et ça va être de plus en plus, parce qu'on est bien entendu dans une logique d'optimisation, comme on l'est aujourd'hui de plus en plus. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner une idée de ce à quoi il faut s'attendre, et des recherches qui sont en cours, et de ce que l'intelligence artificielle va nous offrir dans les mois qui viennent, puis dans les années, parce que ça ne va pas s'arrêter. Donc tout ça, ce sont des tendances qui vont augmenter cette année, mais qui vont continuer dans le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme l'a dit Valentin, je vois qu'il l'a écrit, il y a un Q&A. Vous pouvez, malheureusement sur cette plateforme, il n'y a pas la possibilité d'interagir vocalement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Si ça ne vous vient pas tout de suite et que vous avez des questions qui viennent un petit peu plus tard, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, ou à mettre un petit mot à Valentin, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Valentin, si tu peux prendre la suite.
Parfait. Merci Roger pour cette session. Puis comme Roger le disait, n'hésitez pas à poser vos questions à droite. J'en vois une qui vient d'arriver, donc je vais la publier dès maintenant, vous allez la voir. Et la question est en lien avec la notion de business translator que tu nous avais mentionné tout à l'heure. Et donc du coup, la question c'est quel est le meilleur profil pour assumer le rôle de business translator en termes de formation et de connaissances. Donc, de cette Oui, nouvelle c'est effectivement une bonne question. Donc, dans le monde, ce que je disais, dans le monde de l'IA, donc le data scientist est une convergence des mathématiques, de l'informatique et du business. Le business translator va être quelqu'un qui va… Alors, c'est très difficile d'avoir un équilibre parfait des trois. On a tous un petit peu plus de l'un ou de l'autre. Moi, par exemple, je suis très mathématique, c'est ma formation initiale. Je suis très business. Computer science, je sais coder, je sais me servir d'un ordinateur, je sais ce que c'est qu'un serveur. Mais mes collègues me disent on code quand même 2 fois plus vite que toi. C'est ma faiblesse dans la triangulation. Je dirais que le business translator va d'abord être sur la base du business, parce qu'en fait, on va avoir beaucoup plus de mal à prendre un mathématicien ou un ingénieur informatique et lui inculquer des notions de business. Par expérience, ça va toujours être un petit peu awkward, un petit peu bizarre. Par contre, on peut prendre quelqu'un qui a une formation de business et qui est curieux. Donc, quelqu'un qui a une formation de business et qui a la curiosité pour la technologie, qui a la capacité de se former, qui ne va pas hésiter et va être confortable à aller sur des formations en ligne, a déjà un esprit mathématique. Donc, ça, il faut avoir un esprit logique et mathématique. Mais en général, en business, surtout du côté finance, en général, on va l'avoir. Donc, quelqu'un qui a une bonne formation en business, qui a une bonne compréhension des nombres, peut se former tout seul. Il y a une quantité de MOOC, de formation en ligne dans les universités qu'on va trouver sur edX ou autres, qui vont donner une bonne idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. On n'a pas forcément besoin de savoir coder, mais simplement de comprendre ce qu'on fait, d'avoir les définitions, de comprendre le vocabulaire, de savoir quelle est la logique, et ensuite de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir expliquer au business. Donc, je considérais de m'appuyer d'abord sur une formation en business pour ensuite mettre par-dessus les briques de mathématiques et de computer science, mais à un niveau qui n'est pas forcément aussi profond, avec une essentielle, et ça je dis souvent à mes élèves à l'Université de Toronto en machine learning et en data science, un aspect qu'on a tendance à oublier, et puis parfois ils sont un petit peu choqués par ça parce que c'est pas leur truc, c'est vraiment le storytelling. Un data scientist doit savoir raconter l'histoire et doit savoir communiquer ce qu'il a fait, parce que si on arrive en face des utilisateurs finaux avec une quantité d'équations mathématiques, on va les perdre très très rapidement. Donc il faut savoir raconter l'histoire. Et ça, c'est donc le business translator, à mon avis, c'est ça. C'est une bonne base de business, de la curiosité pour bien comprendre les mathématiques et se former tout seul au data science, et avoir par-dessus cette capacité de raconter l'histoire de façon à ce que les résultats de ce qu'a fait l'équipe puissent être comprises et utilisées par le business. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Très bien, merci. Et j'ai eu un ajout aussi, je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est une question un peu différente qui nous dit que effectivement dans le domaine des TI, on peut avoir la difficulté parfois à se comprendre en termes de terminologie et à bien cartographier en fait pour évaluer. Là, j'ai eu un commentaire supplémentaire que je n'ai pas publié, mais quand la personne en question disait cartographie du parc TI, à savoir les graphes d'objets d'affaires, les systèmes, les sous-systèmes existants, et que du coup, voilà, que par moment, le secteur a du mal à se gérer et à se gouverner lui-même dans ce contexte. C'est vrai, c'est assez caractéristique des domaines qui sont en pleine évolution.
Il suffit de cligner des yeux 10 secondes et puis il y a un nouveau protocole qui est sorti, il y a de nouvelles terminologies qui sont apparues. Il faut se tenir au courant régulièrement parce que ça aussi, ça évolue vite. C'est ce qui en fait l'intérêt. Hein. C'est un monde qui évolue à une vitesse faramineuse. Il n'y a jamais 2 jours pareils. Et c'est vrai qu'au sein même de la technologie et des TI, il y a un certain nombre de difficultés même à se comprendre entre nous. Alors, d'autant plus avec le business. On a tous connu ces réunions absolument catastrophiques où on a un data scientist qui va expliquer au board les résultats d'une analyse ou d'un algorithme. Et au bout de 10 secondes, on voit bien qu'il a perdu tout le monde. Personne ne le comprend. C'est embarrassant, ça va à l'encontre des buts que l'on recherche, c'est contre-productif. Donc, il faut essayer de gérer ça. Ça me faisait penser, cette question me fait penser à autre chose. C'est quelque chose sur lequel je travaille aussi en ce moment, une initiative qu'on a démarrée. Qui est une prise de conscience aussi d'une certaine formalisation de l'interaction que l'on a. On travaille beaucoup en ce moment sur de l'extraction de données à partir d'images, de documents images, et on voit que les OCR et les algorithmes d'IA qui récupèrent ces informations, qui les trouvent, qui les récupèrent, ont parfois des difficultés, et des difficultés qu'on s'est données nous-mêmes parce que, à cause de la qualité du document. Je donnais un exemple, on a encore un peu de temps, je donnais un exemple rapide. On a traité un document il y a quelque temps, mais c'était avant, donc le document n'était pas prévu être géré par un algorithme et être scanné et géré en OCR, mais il y avait la place pour mettre un nombre assez long. Et c'est un document officiel du gouvernement, donc il y avait le nombre et la place pour mettre ce nombre-là est dans ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire donc une ligne verticale, une ligne horizontale, 2 lignes verticales de chaque côté. Et puis derrière, en watermark, il y avait marqué mandatory. Donc là, quand vous mettez un chiffre dessus, qu'il soit écrit manuellement ou même imprimé, l'OCR est complètement perdu. Déjà, il voit un chiffre, il voit 2 bâtons, un avant, un après, donc il va mettre un 1 devant et un 1 à la fin, c'est systématique. Et puis le watermark derrière, où il a un mélange, tout à coup à reconnaître un mélange de lettres et de chiffres, il est complètement perdu. Donc là, on se tire dans le pied tout seul, alors que ce sont des process qui vont être de plus en plus répandus aujourd'hui. La digitalisation des entreprises, donc des documents et leur traitement en scan et leur traitement en OCR va être même pas répandu, va être systématique. On va avoir besoin d'une certaine normalisation. On va avoir besoin de normes où on va devoir prendre conscience des limites de la machine et des limites des OCR et leur faciliter le travail, leur faciliter la vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout doit être pareil, mais au moins avoir des best practices, des règles de façon à se faciliter un petit peu le travail. Donc, ça, c'est partie des choses qui vont venir aussi. De temps en temps, on voit des documents, donc c'est bien, c'est beau, c'est artistique, mais l'OCR, il est complètement perdu et il ne trouve plus rien, donc ça ne facilite pas les choses. D'accord, écoute, très bien, merci Roger. Je crois qu'on a fait le tour des différentes questions qu'on avait aujourd'hui par rapport à cette session. En tout cas, si certains d'entre vous souhaitaient continuer à interagir avec nous et avec Roger, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à vos questions sur l'IA et la data au sens général. Vous pouvez aussi visiter notre site internet à groupeneos.com où vous trouverez plus d'informations sur Neos et nos activités. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Et puis, merci beaucoup, Roger, pour ces tendances 2021. Et puis, passez tous une très bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup, Valentin. Merci à tous. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.